France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe pour recevoir notre grand invité. Cette émission vous est proposée par Radio France Internationale et France 24 pour parler d'une économie européenne qui chancelle sous le coup des revirements américains. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Lamy. Bonjour. Bonjour. Rappelons que vous avez été un commissaire européen au commerce d'abord, ancien directeur de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, vice-président du Forum de Paris sur la paix. Vous êtes aussi coordinateur des instituts Jacques Delors, les fameux think tanks. Le président Trump a mis le commerce mondial et singulièrement celui de l'Europe sans dessous-dessous avec des menaces de droits de douane, les instaurant, revenant dessus. Quelle attitude vous semble judicieuse pour les Européens? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils se sont bien comportés jusqu'ici? Vous avez raison. M. Trump met en place une politique protectionniste consiste à entourer l'économie américaine de droits de douane comme si ça allait faire du bien à l'économie américaine. Je suis, comme d'ailleurs la plupart des experts de ces questions, de l'opinion que ça ne marchera pas et qu'il va être obligé de reculer, ce qu'il a d'ailleurs commencé à faire. Un jour, on impose des droits de douane à tout le monde, le lendemain, on en retire une partie. Le lendemain, on tape un gros coup sur la Chine. Le surlendemain, on se dit quand même, attention, ça va faire valser les étiquettes dans les supermarchés américains. Bon, ça n'est pas un grand désordre commercial mondial. C'est une confrontation entre un pays qui représente 13% des importations mondiales, qui sont les États-Unis, et ses partenaires commerciaux. Dans ce climat d'imprévisibilité, d'incertitude, qui est la méthode même de M. Trump, je pense qu'il est assez sage de garder deux fers au feu. L'Union européenne a deux options. Elle le dit. La première, c'est de négocier un deal commercial avec les Américains, s'il y a quelque chose à négocier. Elle doit profiter des 90 jours de trêve, justement, avec les États-Unis pour négocier. Absolument. Et négocier quoi, d'ailleurs? S'il y a quelque chose à négocier avec les Américains, s'il y a quelque chose à négocier, bien sûr qu'il faut négocier. Une négociation commerciale, en général, c'est win-win. Il y a des tas d'endroits où il subsiste des frictions à l'échange transatlantique qui pourraient être discuté et négocié dans un sens. La Commission a proposé des droits zéro sur les biens industriels. Ça n'a pas l'air de mordre tellement du côté américain. Vous avez parfaitement raison. La Commission a dit, nous, on est prêt à retirer tous nos droits de douane, à condition que les Américains fassent la même chose. Voilà, ça c'est un deal équilibré. Bon. L'autre option que la Commission européenne a, et qu'elle a mis sur la table, de manière à ce que les Américains ne l'ignorent pas, c'est l'option qui consiste à prendre des mesures de rétorsion au cas où, malgré une tentative de négociation, ou si cette négociation ne marche pas, les Américains maintiennent leurs tarifs. À ce moment-là, nous sommes, nous, Européens, tout à fait dans notre droit vis-à-vis de l'OMC, en prenant des contre-mesures à la taille de la pénalité que les Américains nous imposent. On dit qu'on a peur de les prendre, que l'industrie automobile allemande est tétanisée, que jamais ils n'accepteront que la présidente de la Commission, qui est allemande elle-même, et du PPE. Non, ça c'est un peu du nez en ville, si vous me permettez l'expression. La vérité, c'est que la politique commerciale de l'Union, elle se décide au niveau de l'Union à la majorité qualifiée. Quand il s'est agi de mettre des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, les Allemands étaient archi contre, et on l'a fait quand même parce que les Allemands ont été minorisés. Donc, l'Union européenne est un bloc commercial, ça se passe au niveau, en quelque sorte, fédéral, même si je me ferais critiquer par des diplomates pour employer ce mot. La Commission mène cette stratégie, cette tactique, sous le contrôle des États membres et du Parlement. On a les moyens de faire face, y compris si le fait que le marché
américain soit fermé aux exportations chinoises se traduisait par un reflux d'exportations chinoises sur le marché européen, qui est le second marché riche et vaste du monde. La grande question, c'est combien de temps cette transe trumpienne sur les droits de douane va durer. Il y a de bonnes raisons de penser qu'il va finir par se calmer, notamment si les consommateurs américains ou les marchés américains d'actions ou de taux réagissent comme ils ont commencé à réagir. L'Organisation mondiale du commerce que vous avez dirigée de nombreuses années, est-ce que vous diriez que, puisque les États-Unis s'en désengagent clairement, elle est en état de mort cérébrale? C'est une expression qu'on a utilisée pour l'OTAN, enfin, que Emmanuel Macron a utilisée pour l'OTAN. Compte tenu de ce précédent, je pense qu'il n'est pas utile de reprendre cette expression. Non, ça n'est pas le cas. Là, vous avez raison, c'est que les États-Unis sont de fait sortis de l'Organisation mondiale du commerce et que toutes les mesures douanières qu'a annoncées Trump sont en complète violation des engagements qu'il a pris à l'OMC. Et comme par ailleurs, ils ont paralysé, pour ce qui les concerne, le mécanisme de règlement des différends, ils sont, si je puis dire, hors d'atteinte. Alors que les autres pays, à l'initiative de l'Union européenne d'ailleurs, ont monté un mécanisme de règlement des différends parallèle, d'ailleurs, qui fonctionne. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment vu officiellement se mettre en place une OMC sans les Américains. Juridiquement, ils sont toujours membres, ce qui leur permet d'ailleurs d'être protégés par un certain nombre d'accords, dont celui sur la rémunération de la propriété intellectuelle, qui est très important pour eux. Donc il va falloir trouver d'autres équilibres. Je comprends que les gens soient dans une position attentiste, et d'ailleurs, de mon point de vue, l'effet négatif de Trump depuis, en gros, le 2 avril, il est probablement, à terme, plus dans le moment d'incertitude qu'il aura introduit dans l'économie mondiale, avec des gens qui, au lieu d'investir, vont dire « j'attends de voir ce qui se passe », que même, probablement à terme, dans l'effet des droits de douane. Le FMI, quand même, anticipe une croissance plus faible qu'elle ne le faisait dans la zone euro, 1,2%, un recul peut-être un peu moins marqué que dans le reste du monde, mais les perspectives ne sont pas très réjouissantes quand même. C'est juste, et ça c'est à court terme. Les chiffres du FMI qui sont sortis cette semaine, qui retirent 1% de croissance aux États-Unis par rapport à ses prévisions de janvier, c'est beaucoup. C'est plus d'un tiers de la croissance américaine. Ça, c'est l'effet bazar, si je puis dire. Bon. Avant même l'effet de constriction d'un certain nombre d'échanges, compte tenu des droits de douane qu'il met autour de l'économie américaine. Les flux du commerce mondial, ils bougent en fonction du salaire minimum chinois, du prix du pétrole, du prix du carbone. Ils bougeront en fonction d'un certain nombre de droits de douane. On est peut-être un peu trop obnubilé par cette espèce d'hyperactivité, ce show permanent et quotidien de M. Trump, sur les histoires de droits de douane. Je suis le dernier à penser que le commerce international n'est pas important. Mais je pense que du coup, on ne voit pas assez bien ce qu'il est en train de faire pour de bon derrière, sur le plan politique, aux États-Unis et dans le système international. Oui, parce que... Et que ça, c'est probablement plus grave, plus profond, plus systémique. Oui, parce que la stabilité et la croissance, a dit le secrétaire au Trésor américain, doivent être les points cardinaux donc, du Fonds monétaire international, alors que l'institution, selon lui, emploie une part disproportionnée de son temps et de ses ressources à travailler sur le réchauffement climatique, le genre et les questions sociales, ce qu'il voudrait rayer de la carte de toutes les instances, finalement, qui financent internationalement. Donc, il y a un agenda politique très fort. Absolument. Mais disons, prétendre auquel on se plie. Auquel on ne prête pas assez attention, à mon avis, parce que c'est ce qu'il y a de plus grave. Quant à l'idée que le Fonds monétaire international est une entreprise du wokisme, c'est du délire intégral. Quiconque travaille avec le Fonds monétaire international trouve ça complètement ridicule. Mais défendre les femmes, déjà, c'est du wokisme. Voilà, donc ça, mais ça, c'est l'obsession trumpienne sur l'environnement, les droits des femmes... les transgenres, c'est leur plateforme idéologique. Je pense que, encore une fois, le protectionnisme de Trump est un vrai sujet, mais qu'il ne faut pas qu'il cache ce qu'il y a de plus grave, de plus profond, dans l'extension du pouvoir exécutif américain. Le Congrès,
on n'entend plus parler. Ce n'est pas les tribunaux judiciaires qui vont contrôler l'autorité du président sur les questions de commerce international. Et il est en train de prendre des décisions qui sont en violation complète des accords internationaux que les États-Unis ont souscrits depuis 150 ans. C'est grave, et notamment dans le domaine de l'environnement. Cette décision qu'il semble avoir prise d'autoriser, pas l'exploration, mais l'exploitation de certains grands fonds marins. Alors qu'il y a une procédure internationale dans laquelle tout le monde s'est mis d'accord. Et donc là, il y a une espèce d'entreprise de démolition systématique de tout ce qui contraint l'exercice de la puissance, qui, à mon avis, est très grave. Alors justement, proche de Donald Trump, il y a les big tech, la big tech américaine. La Commission européenne a annoncé des sanctions financières pour des infractions à la concurrence, des amendes qui vont jusqu'à 700 millions d'euros pour Apple et Meta. Pascal Lamy, ces amendes historiques, elles vous paraissent justes et opportunes ? C'est un secret pour personne que ces grandes entreprises digitales ont une certaine tendance à essayer d'établir des monopoles en évitant que des concurrents viennent manger dans leur assiette. Bon. Donc, ce n'est pas un événement extraordinaire. Ce ne sont pas des mesures européennes qui ont quoi que ce soit à voir avec la guerre commerciale qu'a commencé M. Trump. Ce sont des amendes. Nous avons, en Europe, une régulation du digital qui, il est vrai, est plus sévère qu'ailleurs. Ça a été la décision des autorités européennes, du Parlement européen, du Conseil des ministres européens. Tout ça n'est pas imposé par une commission qui aurait des visions technocratiques. Ça fait partie, de nos jours, de notre modèle civilisationnel et je pense qu'il y a de bonnes raisons pour ça. Ces dernières semaines, plusieurs grands patrons européens ont donné de la voix. Bernard Arnault, le numéro 1 mondial du luxe avec LVMH, a mené une charge contre les bureaucrates de Bruxelles, menaçant de délocaliser aux États-Unis pour éviter les droits de douane. Même chose pour les patrons, 32 patrons de laboratoires pharmaceutiques. Pour ce qui est du patriotisme et de la préférence européenne, on ne pourra pas vraiment compter sur eux. Le patronat et les institutions représentatives de leurs intérêts, moi, j'ai toujours été pro-dérégulation, pour moins d'impôts, plus de liberté, et d'ailleurs ça se conçoit compte tenu de ce que recherchent ces entreprises qui sont, pour beaucoup d'entre elles, le profit. Il y a certaines entreprises européennes qui vont se dire, si mes produits sont taxés à 25% aux États-Unis, vaut peut-être mieux que j'aille produire là-bas. Le raisonnement n'est pas totalement convaincant. D'abord parce que les coûts de production aux États-Unis sont beaucoup plus élevés qu'ils ne sont en Europe. C'est la contrepartie du fait qu'ils ont un niveau de vie qui, de ce point de vue, est un problème pour nous, qui est nettement plus élevé que le nôtre. Et d'autre part, un certain nombre de ces productions utilisent des intrants, des composants, dont le coût aura singulièrement augmenté aux États-Unis. Et je pense, par ailleurs, que dans un certain nombre de domaines, et notamment les marchés publics, il y a maintenant un penchant à une préférence européenne que, dans les circonstances actuelles, je trouve plutôt bienvenue. Le 6 mai, c'est l'élection au Bundestag du chrétien-démocrate Friedrich Merz à la tête d'une coalition avec les sociaux-démocrates. Alors l'Allemagne qui est en pleine stagnation, mais lui-même a lancé un grand plan d'investissement avant même son entrée en fonction. Est-ce que vous voyez beaucoup évoluer cette Allemagne sous la direction de Merz et peut-être s'améliorer la relation franco-allemande qui était quand même assez détériorée? Réponse oui, clairement. Je pense que Friedrich Merz est un tempérament un peu différent de celui de ses prédécesseurs, Scholz ou Merkel. C'est plutôt le genre de gars à prendre le taureau par les cornes. Il a très très longtemps attendu avant de devenir chancelier. Il a une petite revanche à prendre, notamment contre Mme Merkel. Et les décisions qu'il a prises, avec l'assentiment du Bundestag et du Bundesrat, sont assez révolutionnaires pour l'Allemagne. Et donc je crois que il est d'une part disposé à redynamiser l'économie allemande, ce qui est bon pour l'économie européenne et accessoirement pour l'économie française, sans faire de folie budgétaire, tout en acceptant une augmentation de l'endettement, un chancelier qui, sur ce plan-là, sera peut-être
parce qu'il a fait du ménage chez lui, un peu plus exigeant vis-à-vis de ses voisins. Parlons de l'Ukraine et de la défense européenne. Les Européens, vous les croyez capables, à flot d'abord, et puis surtout déterminés à obtenir une paix durable d'un Donald Trump qui, lui, plaide plutôt du côté russe pour des concessions territoriales. Un arrangement à la Trump avec M. Poutine, si on en croit ce qu'ils sont en train de discuter, serait assez catastrophique pour l'Ukraine et donc pour l'Union européenne. Parce que ça voudrait dire qu'on reconnaît l'usage de la force sur le continent européen pour conquérir des territoires. C'est quand même pas arrivé depuis très très longtemps. Et d'autre part, parce que Poutine et Trump ont fait tout ce qu'il fallait pour que l'Europe ne soit pas à la table de négociation, alors que l'Ukraine est un pays européen, candidat à l'accession à l'Union européenne, et donc tout ça ne sent pas bon, ça sent même très mauvais. Reste la question de savoir dans quelles conditions un accord de paix éventuel négocié sur un coin de table par M. Poutine et M. Trump, est-ce que ceci impliquerait un retrait du soutien militaire américain à l'Ukraine, ce qui voudrait dire que toute la charge du maintien de la paix après un accord de cessez-le-feu reposerait sur des épaules européennes. Et ça, il y a une inconnue, là. L'Europe doit maintenant investir dans une défense commune. Ça ne veut pas dire une armée commune, ça ne se fera pas forcément à l'intérieur des institutions de l'Union européenne à 27 comme ça se fait maintenant. Mais je pense que le tournant est pris et que c'est ça qui compte pour l'avenir. Reconstruire un système de sécurité en Europe qui nous mette à l'abri de nouvelles tentatives russes. Merci Pascal Lamy d'avoir été notre invité aujourd'hui pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos médias pour la suite de l'actualité.